Lundi 7 juillet 2025. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. Pour les auditeurs de la radio IFM, retrouvez-nous sur la fréquence 89.1. Kodjima Djibé Toubena à la présentation. Bienvenue à toutes et à tous. Politique à l'entame de cette édition, ce week-end a été marqué d'une pierre blanche par une réconciliation entre les deux communautés qui se sont entretenues dans le département de la Dodé, province du Logone occidental, et Oregomel dans le département de Nanaï, province du Mayo-Kébi ouest. Ces affrontements ont fait plus d'une centaine de morts. Il a fallu des négociations pour arracher un accord de paix. Voici l'éditorial signé Lalzim Narcisse. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Enfin, les deux communautés qui se regardaient en chien de faïence après les douloureux événements de Mandakao et Oregomel ont fumé le calumet de la paix le week-end dernier. Cet aboutissement heureux a été l'œuvre des cadres de la province du Logone occidental, le collectif des chefs traditionnels et les autorités compétentes du pays. Cet accord, qui a été paraphé entre les deux parties, permet de faire table rase de ce qui s'est passé en mai et juin dernier à Mandakao dans la province du Logone occidental et à Oregomel dans la province du Mayo-Kébi ouest. Ce drame qui a coûté la vie à une cinquantaine de personnes a créé un émoi au sein de la communauté nationale. Certains individus ont profité de cette situation malheureuse pour attiser la haine entre les Tchadiens. Heureusement que personne n'est tombé dans leur piège. Les Tchadiens qui ont vécu les affres de la guerre ne se sont pas laissés emballer dans cette histoire. Il y a quelques responsables haut placés qui se sont permis de qualifier cette violence de génocide et ils ont traité l'autre communauté coupable à leurs yeux de ces crimes et tous les péchés d'Israël. Alors que les deux communautés vivaient depuis les temps immémoriaux en parfaite symbiose, elles pratiquaient jusqu'à un passé récent le troc. Elles échangeaient le lait caillé contre le mil. Lorsqu'un conflit survient, elles se retrouvent sous l'arbre à palabres pour arranger à l'amiable ce qui se faisait auparavant. Mais brutalement, une nouvelle race d'éleveurs a fait irruption dans ces milieux. Elle est composée pour la plupart de commandants de brigades et autres comme zones. Il faut ajouter à ces tristes tableaux la posture de certains sous-préfets et préfets semi-lettrés qui ont été bombardés à la tête de certaines unités administratives sont la cause principale du conflit éleveurs-agriculteurs puisqu'ils n'ont jamais été impartiaux. Ils prennent toujours fait et cause pour une partie pour en tirer profit. Ces prétendus administrateurs ont mis à mal, sinon à rude épreuve, la cohabitation pacifique entre les deux communautés condamnées à vivre ensemble. Il faut saluer cet accord de réconciliation qui va certainement instaurer une paix durable entre les deux communautés. Les autorités civiles et militaires doivent veiller au grain. Un comité de veille que le comité de négociation entend mettre en place ne devrait pas dormir sur ses lauriers. Il doit faire en sorte que les clauses de cet accord soient strictement appliquées en vue de consolider davantage cette paix volatile. La paix est un comportement, ce n'est pas un vain mot, disait l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. À lundi prochain. L'Office national des examens et concours du supérieur a proclamé les résultats définitifs du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juin 2025. C'était le président du jury, Dr Guirayo Jérémy, qui a prononcé les résultats lors d'un point de presse tenu cet après-midi au sein de la dite institution. Sur 104 440 inscrits, 48 263 sont déclarés définitivement admis, toutes séries confondues, soit un pourcentage de 46,21%. Un extrait de sa déclaration sélectionnée et proposé par Mbaye Nicolas. Mes remerciements s'adressent aux hautes autorités pour leur disponibilité constante à répondre promptement à nos attentes dans l'organisation de cet examen. Je salue le dynamisme et l'abnégation du directeur général et le directeur des examens et concours de l'ONEX. Aussi, c'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance et notre satisfaction à tous les membres du jury. Nous témoignons notre profonde gratitude aux autorités locales, aux agents de sécurité, aux surveillants, aux correcteurs, aux agents de santé, aux chauffeurs et aux informaticiens de l'ONEX, au personnel d'appui et à tous ceux qui se sont investis sans réserve
dans la réussite de l'organisation du baccalauréat session de juin 2025. Les résultats auxquels nous sommes parvenus cette année, de façon globale, ont un taux de réussite de 46,21%. Ainsi, sur 104 440 candidats inscrits, 1758 cas de fraude et 1874 cas d'absence ont été enregistrés. Les cas de fraude ont fait l'objet de sanctions conformément à la police de l'examen. Aussi, nous disons aux candidats admis, nous les félicitons et leur souhaitons plein succès dans leurs futurs projets. Quant aux candidats recalés, 14, soit un pourcentage de 22,38%, admis deuxième série, 24 889, soit un pourcentage de 23,83%, total d'admis, 48 263, soit un pourcentage de 46,21%. Entre-temps, le Premier ministre, chef du gouvernement Alamai Alina, a lancé officiellement les travaux de la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'était ce matin dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Bainadi Nicolas était de la partie. Placé sous le haut patronage du président de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le Tchad a accueilli ce 7 juillet la 47e session des comités consultatifs interafricains CCI du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Après la RCA en 2019, soit 5 ans après, le président de l'université d'Injamena, professeur Mohamed Saleh Daoussa Agar, par ailleurs président du comité d'organisation de conclave dans son allocution, souhaite la cordiale bienvenue aux participants de cette 47e session. Ces moments d'exception, cette convergence de l'esprit le plus brillant de notre continent, n'aurait pu avoir le jour sans la très haute et la constante solitude de son Excellence, le maréchal du Tchad Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Son implication personnelle, sa vision pour un Tchad rayonnant sur la scène intellectuelle africaine et son suivi attentionné ont été les catalyseurs. Quant au secrétaire général du CAMES, Souleymane Konaté, a exprimé toute sa gratitude aux autorités pour avoir facilité la tenue de cette 47e session au Tchad. Le Tchad et le CAMES entretiennent un lien historique qui se matérialise par l'accueil de nombreux programmes statutaires par ce pays membre fondateur de notre institution commune et par la participation d'éminentes personnalités académiques tchadiennes à l'animation de nos instances d'évaluation et de gouvernance. Le lancement officiel de cette session interafricaine marque une étape majeure dans la dynamique de coopération et d'intégration éducative à l'échelle du continent. En réunissant des acteurs clés de l'éducation, des responsables politiques, pédagogues, enseignants, chercheurs et partenaires techniques, cette initiative traduit une volonté collective de bâtir un système éducatif africain fort, inclusif et résilient, tourné vers l'avenir. Le choix du Tchad pour la tenue de cette 47e session des comités consultatifs interafricains est une marque de confiance et de considération. S'il y a une organisation scientifique, régionale, qui à ce jour force l'admiration des savants du monde, qui transcende les frontières, les intelligences, les différences et rapproche les peuples et les mentalités, c'est bien le CAMES. Dans un contexte où l'Afrique fait face à des défis majeurs, notamment en matière d'accès équitable à une éducation de qualité, cette session offre une plateforme stratégique pour partager les expériences, harmoniser les politiques éducatives et promouvoir des solutions durables, adaptées aux réalités locales. À noter que le CAMES est créé en 1968 et compte 19 pays membres qui ont pris part à cette 47e session des comités consultatifs interafricains. Cette session qui démarre ce 7 juillet prendra fin le 16 juillet 2025. Restons toujours dans les locaux du ministère des Affaires étrangères pour dire que c'est pour la deuxième fois que le Tchad abrite cette session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En lançant les activités, le Premier ministre chef du gouvernement Alamai Alina s'est réjoui de la tenue de ces assises. Un extrait de son intervention sélectionné proposé par Bainadi Nicolas. Cette 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES revêt un caractère particulier. En effet,
Depuis la dernière session tenue en présentiel en juillet 2019 à Bangui en République centrafricaine, la pandémie de Covid-19 a imposé aux sessions du CAMES une longue période, j'allais dire une longue parenthèse numérique. Pendant 5 années consécutives, vos échanges ont été limités à la visioconférence, privant vos débats de cette chaleur humaine et de cette proximité intellectuelle qui enregistre traditionnellement vos rencontres interafricaines. Aujourd'hui, grâce à votre résilience collective et à votre engagement commun, vous vous retrouvez enfin ici à N'Djamena pour renouer avec cette précieuse tradition de rencontres fraternelles et fécondes. Le Tchad est profondément honoré d'accueillir la fine fleur de l'intelligentsia africaine rassemblée autour d'un idéal commun, promouvoir l'excellence, l'intégrité et l'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette session porte primordialement sur une mission essentielle, rigoureuse et noble, l'évaluation minutieuse des dossiers des enseignants-chercheurs et des chercheurs africains aspirant à s'inscrire sur les prestigieuses listes d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire, ainsi qu'au grade de chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Mesdames et messieurs, autre volet de l'actualité de la ville de N'Djamena, rendons-nous dans la province du Guéra pour dire que cette population peine à avoir accès à l'eau potable. Par contre, à Golanti, sur financement du gouvernement allemand, l'UNICEF a pu construire un château d'une grande capacité qui sert les habitants de ce canton. Une équipe des journalistes Point Focaux de l'UNICEF a séjourné dans cette localité il y a quelques semaines. Nos reporters Mistangar Victor et Diana Nepidimbaï, qui font partie de la mission, nous en disent plus. La plupart des villes et villages de la province du Guéra peinent à avoir accès à l'eau potable. La terre rocheuse impose ses lois à la population. Mais les habitants du Golanti ont trouvé du sourire grâce à l'UNICEF. Avec le financement du gouvernement allemand, l'UNICEF a construit un château d'eau d'une grande capacité pour desservir tout le village. Équipé des panneaux solaires, ce château d'eau ne sert non seulement les ménages, mais aussi les centres de santé et des écoles. En ces moments, nous avons des réserves de l'eau. Les matins, nous laissons ceux qui habitent tout autour du château de se servir. À partir de 13 h, nous l'envoyons dans des quartiers lointains, les écoles et centres de santé. Avant, on souffrait de l'accès à l'eau. Mais aujourd'hui, l'UNICEF et ses partenaires nous ont facilité la tâche en nous construisant ces châteaux d'eau. Depuis 2 ans, cet ouvrage d'eau rend un service important à la population de Golanti. Il bénéficie à plus de 180 ménages. Pour assurer la bonne gestion de ce château d'eau, un comité est mis en place. Les membres de ce comité sont issus de la même communauté. Les comités de gestion travaillent en fonction des ménages. Nous avons 196 ménages au total qui bénéficient de cette eau. Chaque ménage paye à la fin de l'année environ 1500 francs CFA.
Nous les remercions beaucoup pour nous avoir sauvés. Cet ouvrage d'eau, don de l'UNICEF et du gouvernement allemand, a permis de rendre disponible l'eau dans des ménages. Si la population de Golonti a l'accès à l'eau potable, ce n'est pas le cas dans d'autres villages environnants. Les habitants de ces villages malheureux lancent un appel à l'État et aux partenaires financiers à œuvrer pour rendre disponible de l'eau dans toute la localité. Aloe vera est une plante qui permet de prendre soin de la peau. Cette plante médicinale de 80 cm a plusieurs vertus que bon nombre de citoyens ignorent. Notre reporter Vunba Keaobe nous fait découvrir ces vertus avec le récit de Yaki Idia. L'aloe vera, cette plante aux apparences modestes, est aujourd'hui reconnue à travers le monde pour ses vertus médicinales et cosmétiques. Utilisée depuis des millénaires, elle continue de démontrer son efficacité, notamment dans le traitement des infections cutanées, digestives et immunitaires. Elle est originaire du sud de l'Europe ainsi que d'Afrique du Nord et du Sud. Aujourd'hui, elle pousse sur tous les continents, notamment en Afrique où elle se multiplie naturellement. Il existe plusieurs types d'espèces d'aloe vera, mais la plus reconnue reste l'aloe vera dont le sucre possède d'énormes propriétés alimentaires et médicinales. L'aloe vera fait partie des aliments riches en nutriments bénéfiques pour la santé. Elle peut contribuer à calmer les irritations cutanées, favoriser la cicatrisation des blessures, aider à éliminer les toxines, nettoyer les organes encombrés, soulager les crampes d'estomac et les maux gastriques, sans oublier son intérêt pour les personnes diabétiques. En cas de brûlure, l'aloe vera accélère la guérison grâce à ses composants bioactifs et anti-inflammatoires. Ces antioxydants aident à protéger la peau des dommages causés par les radicaux libres et à prévenir le vieillissement cutané. Il est crucial de retenir que l'aloe vera est une plante polyvalente aux nombreux bienfaits pour la peau, pour la digestion et le système immunitaire. Elle est aujourd'hui l'une des plantes les plus vendues dans le monde pour la fabrication de crèmes, de savons et de nombreux autres produits. Encourager sa culture au Tchad serait non seulement bénéfique pour la santé publique, mais aussi pour le développement économique local. Il est temps de redonner à l'aloe vera la place qu'elle mérite dans nos foyers et dans nos jardins. Merci de continuer de suivre cette édition, un signe d'appartenance ethnique et sociale, un rite de passage à l'âge adulte, un symbole d'honneur, de courage ou de souffrance. Tels sont les motifs attribués à la balafre. Ce noyau culturel archivé sur la peau semble ne pas être visible aujourd'hui. Mais quel sens peut-on donner à cette pratique dans la société africaine et surtout tchadienne? Alphonsine Madiloum nous retrace cette histoire. Suivez son reportage. Dans le silence du passé et la richesse des traditions, les balafres au Tchad, comme dans plusieurs cultures africaines, est chargé de significations multiples, à la fois identitaires, esthétiques, sociales et historiques. Généralement, dans les sociétés africaines, cette incision superficielle est un marquage rituel, symbolique, d'appartenance ethnique ou d'initiation. Au Tchad, les balafres ou scarifications a une grande importance culturelle et sociale. Pour ce fait, chaque communauté avait ses propres motifs, formes, positions et sens. Notamment, à l'initiation, les balafres peuvent être utilisés lors des rites d'initiation pour marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte, d'identité et de beauté. Au sein de certaines cultures, elles s'apparentent à la protection contre les mauvais esprits ou des maladies. Dans chaque groupe ethnique au Tchad a ses propres traditions et significations liées aux balafres. Dans de nombreuses communautés tchadiennes, comme chez les Sahara, elles représentent une identité familiale. Chez les Massa, une force, une résilience, une aptitude physique de démonstration. Chez les Akawa, les Gouran, les Kanemou et autres, elles reflétaient les codes d'honneur ou signal d'un statut social. Si d'autres en voient étant un signe d'honneur, ces cicatrices rappellent également des moments sombres dans la vie de certaines personnes ou de communautés, comme les périodes de conflit ou de violences intercommunautaires. Chez certaines femmes, les balafres sont perçus comme un attribut de beauté, signe d'élégance ou de distinction sociale. Aujourd'hui, les balafres ont une double lecture. Pour certains, elles restent un emblème d'origine, de fierté, de tradition. Pour d'autres, elle est perçue comme une trace du passé
passé, une barrière sociale ou professionnelle. Cette manière s'interroge sur la modernité, l'héritage culturel et la mémoire des traditions qui tendent vers la disparition. Les balafres au Tchad est plus qu'une cicatrice. C'est un langage corporel, porté d'histoire, de tradition, de souffrance, mais aussi de dignité et de fierté. Elle raconte une histoire, celle d'un peuple, d'un individu, d'un passage, d'une identité, d'un dialogue entre le passé, le présent et le futur. En sport, les rideaux sont définitivement tombés sur la 5e édition de la Coupe de la CEMAC de Naïboudo, placée sous le signe de l'amitié. Cette édition 2025 a rassemblé les délégations venues de 3 nations. Cette fête sportive a été l'occasion de renforcer la fraternité, les valeurs de Naïboudo. C'est le représentant du ministre camerounais des sports, Léon Sango, par ailleurs directeur du développement des sports, qui a mis un terme à ces activités. Des précisions avec notre envoyé spécial Bindixem Sadok depuis le Yaoundé. Durant des jours, les athlètes venus du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine ont rivalisé de technicité et d'élégance martiale. Pour la présidente de la Fédération camerounaise de Nambodo, professeur Justin Difou, cette coupe est bien plus qu'une simple compétition et devenue un levier pour le roi du Nambadou dans la sous-région. Cet effet, grâce à leur encadrement, plusieurs compétitions et stages sont organisés déjà dans la perspective de la Coupe du Monde pour renforcer cette préparation. Le prochain stage international qui se tiendra ici en août 2025, en collaboration avec la Commission internationale d'organisation des compétitions et d'arbitrage de la World War Nambodo Federation, nous permettra de finaliser les cahiers de charges techniques, logistiques et administratifs de l'événement mondial tel qu'il est prescrit par la WNF. On est là à plus d'1 an avant l'événement, mais la préparation est très avancée. Notre ambition est donc de faire du Cameroun la nouvelle référence mondiale du Nambodo, et nos athlètes le savent. Ils savent que pour y arriver, ils doivent scrupuleusement respecter le règlement international de la Commission internationale d'arbitrage SINDA, qui gouverne toutes les compétitions internationales et surtout éviter de s'exposer à la réglementation antidopage ainsi qu'au code éthique. Pour les Tatim, les combats ont été de nouveau relevés, notamment dans les épreuves individuelles. Chez les dames, dans la catégorie de moins de 64 kg, le Tchad a décroché la médaille de bronze, tandis que le Cameroun 1 et 2 ont respectivement raflé l'or et l'argent. Chez les hommes, les catégories de moins de 67 kg et plus de 80 kg ont permis au Tchad de s'illustrer une fois de plus en décrochant l'argent et le bronze, s'hissant ainsi à la 3e place du classement général. La RCA combative s'est installée à la 2e place. Le Cameroun, hôte de la compétition, s'est logiquement imposé en tête avec un total de 12 médailles d'or, confirmant sa suprématie sur le Tatim. Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud a lancé sa CAN ce lundi 7 juillet 2025 contre le Ghana pour défendre son titre. Les Bayana ont gagné en popularité dans leur pays. Ces dernières années, la capitaine de l'équipe Rifilo, Jeanne, n'y est pas étrangère originaire de Soweto. Elle a fait carrière à l'international dans des clubs comme l'AC Milan. On fait le point avec Lar Ingam Solange. Dans le quartier Primeville, à Soweto, l'on voit d'une rue à l'autre des groupes d'enfants jouant au foot, surtout des garçons qui jouent avec des filles à l'école, mais pas dans le quartier, de peur de le faire du mal, s'exclame l'un d'eux. Et pourtant, sur des terrains improvisés, que la capitaine des Bayana, Rifilo Jeanne, aujourd'hui âgée de 32 ans, a commencé sa carrière. Lungata Sambala, un de ses coéquipiers à ses débuts, se souvient bien de ces années. Je jouais avec Rifilo Jeanne, elle jouait pour notre équipe
l'équipe masculine TB Star. Elle et moi, nous étions défenseurs centraux ensemble. C'était la seule fille qui était douée et méritait d'être arrivée là où elle est aujourd'hui. En ce dimanche après-midi, les habitants sont venus supporter leur équipe locale masculine. Tous ne savent pas que les capitaines de la sélection nationale ont grandi à quelques rues. Mais elle est un exemple pour les jeunes joueuses comme Koussoul Nwande. Si le football féminin continue de se développer, Refilo s'installe sur sa chaise pliante devant les matchs, déplorant toujours le manque de visibilité. Elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent. Je ne pense pas qu'en Afrique du Sud, on soutient le football féminin comme on le devrait. D'autant plus que la dernière CAN remportée, l'Afrique du Sud est parvenue à se hisser en 8e de finale du mondial. Quelques jours avant le début de la CAN, elles ont boycotté les entraînements pour protester contre les primes de match impayées. Et pourtant, les Bayana doivent régulièrement se battre pour obtenir leur salaire et leurs primes impayées du match. Quelques jours avant le début de la CAN, elles ont boycotté les entraînements pour protester contre les primes de match impayées. Merci Frida. La République démocratique du Congo est frappée par... Médecins sans frontières ont déjà déployé un centre de traitement du choléra dans la ville et travaillent activement à l'ouverture d'une seconde structure pour faire face à cette épidémie croissante. À Kinshasa, le choléra touche principalement les quartiers les plus défavorisés, notamment ceux situés en zone inondable. Parfois, les rivières se transforment en égouts et débordent, exacerbant ainsi les risques d'infection, décrit responsable de MSF. La transmission du choléra causée par la bactérie fibro-choléra est étroitement liée à l'hygiène et à l'accès à l'eau potable. Dès que la bactérie entre en contact avec la bouche ou les muqueuses, souvent via les doigts, l'infection peut se produire, explique-t-il. En plus des problèmes d'hygiène et d'assainissement, le manque d'infrastructures adéquates constitue un obstacle majeur à la lutte contre l'épidémie. Les conditions de vie précaires dans certains quartiers de Kinshasa aggravent la situation avec des systèmes de drainage inadaptés et un accès limité à l'eau potable. Les autorités congolaises, en collaboration avec les ONG internationales, mettent en place des campagnes de sensibilisation pour informer la population des mesures préventives. Se laver fréquemment les mains, consommer de l'eau potable et éviter les aliments susceptibles d'être contaminés. Cependant, ces efforts doivent être accompagnés de réformes structurelles à long terme pour garantir un accès généralisé à de l'eau propre et à des infrastructures sanitaires adéquates afin d'éviter la propagation du choléra et d'autres maladies hydriques. Chers internautes, téléspectateurs, auditeurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à la régie pour sa complicité technique. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez des nôtres pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain. Electron TV, la vision du futur.